Et bonjour à tous, et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Neon Genesis Evangelion. On continue la série, c'est déjà la quatrième vidéo sur l'animé, et on va aujourd'hui parler des épisodes 10 à 12. On va donc arriver avec l'épisode 12 à la moitié de l'histoire, plus ou moins, vu que les épisodes 25-26, comme vous le savez certainement déjà, c'est des animés qui sont pas vraiment liés à son histoire. Enfin, ils sont liés au comportement de leur histoire, au comportement des personnages de leur histoire, mais pas du tout au scénario et à ce qui se passe. On en reparlera. Mais bien sûr, il y aura The End of Evangelion après, donc c'est pas la moitié de la vidéo. Il y en aura pas 4 autres et ce sera terminé. En réalité, en tout, si je dis pas de bêtises, il devrait normalement, avec du coup forcément les films Rebuild, il devrait normalement, si je dis pas de conneries, encore y en avoir 11 après celle-là. Je pense que je vais en faire 10 ou 11 encore sur Evangelion. Bon, c'est un peu abstrait encore parce que je sais pas si je parle encore des Reviviols ou si je fais une vidéo un peu pont pour expliquer l'écart entre la première série, du coup, The End of Evangelion, et les Rebuild, parce qu'il y a des choses à dire avant même de se lancer dans le vif du sujet. Enfin bref, peu importe. On va tout de suite commencer par l'épisode 10, Magma Diver. Magma Diver est diffusé pour la première fois au Japon le 6 décembre 1995 toujours, bien sûr, et on s'approche du coup de la fin de l'année. Ouais, voilà. L'animé s'étend sur 95-96, donc la diffusion originelle avec The End of Evangelion en 97. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cet épisode 10? Alors, déjà, une première chose qui est à noter, c'est que là, on va parler de 3 épisodes où il y aura 3 anges, donc un pour chaque épisode. On voit une accélération, et je pense que c'est volontaire de la part d'Anno, de mettre les anges de plus en plus rapprochés. On verra donc le 8e, 9e et 10e ange au sein des épisodes 10, 11 et 12. Et je vous le dis déjà, des anges, il y en a 18 dans la saga originale. 17 et un 18e qui est... voilà, c'est les Lilins. Bref, on y reviendra sur cette idée-là aussi, qui est en fait assez simple à comprendre, ce sont les humains simplement. Et d'expliquer le pourquoi du comment. Enfin bref, on reviendra sur cette histoire du 18e ange en temps voulu, du coup, à la fin de l'animé. Donc il y a une accélération de l'apparition des anges. Mais tout d'abord, une petite séquence que je me suis notée, qui est en fait finalement au tout début de l'épisode 10, avant même le vif du sujet. On a du coup Asuka et Ryoji Kaji qui se retrouvent en ville. Kaji, tuteur, évidemment, de Asuka, est un peu gêné en fait. Avec une Asuka en fait qui veut être impressionnante, qui veut littéralement faire un peu la belle en fait auprès de Ryoji. Évidemment, Ryoji n'est pas trop intéressé, mais Asuka limite, enfin c'est... Moi j'ai le sentiment qu'elle tourne un peu de Ryoji. C'est peut-être plutôt un idéal masculin qu'elle espère projeter dans un mec de son âge. En fait, elle veut retrouver peut-être ce Ryoji et certains traits de la personnalité de Ryoji à travers Shinji, ce qu'elle n'arrive pas à trouver, et donc ça la frustre. Enfin, c'est l'analyse que j'en ai. On va pas commencer à parler d'une relation bizarre, là, etc. Mais vous voyez, on est un peu dans le même délire que Misato Shinji. On sait pas... C'est un peu... des fois, il y a des petites allusions, il y a des petits détours qui sont un petit peu limites. Après, je pense qu'il n'y a pas non plus de quoi en faire tout un plat. Je pense que c'est pas nécessaire, mais c'est... Voilà, c'est des petits sous-entendus, des petits trucs comme ça qui traitent de temps en temps. Mais bon, le personnage d'Asuka aussi, c'est un personnage qui est extrêmement populaire pour son franc-parler, sa façon d'exister, mais surtout sa double personnalité entre le côté de je suis meilleur que tout le monde et je me place au-dessus des autres, tout ça, qui entraîne aussi de la jalousie et de la frustration quand elle sait et qu'elle voit qu'elle est en dessous des autres, sur certains points, ça arrive. On l'a vu avec le passage où Rei arrive à se synchroniser parfaitement avec Shinji avant le combat en synchronisation contre le 7e ange. Bah voilà, c'est assez. On a vu déjà ce trait de personnalité chez Asuka. Mais de son autre côté, c'est cette bienveillance, ce sens du sacrifice. Ça, c'est important de le souligner. Elle a un sens du sacrifice important. Elle se dévoue, en fait, pour son travail, en fait, finalement, de piloter l'Evangélion 02, simplement. Asuka est donc extrêmement frustrée aussi à la suite parce qu'elle va en ville pour
acheter des vêtements et un maillot de bain pour aller au voyage scolaire, un voyage scolaire dont elle ne va pas participer comme Shinji et Rei, parce que ce sont des pilotes d'Evangélion et qui doivent rester là pour protéger Tokyo 3 et le Terminal Dogma par extension, ou d'autres choses comme ça, le Géofront, enfin toute l'institution et tout le package contre les anges, et doivent rester à disponibilité. Ce qui est logique, mais Shinji l'accepte, et en disant que ça lui paraît normal. Et Asuka, elle, pas du tout, elle est dans la confrontation en disant mais moi j'ai envie d'y aller en fait. Ce qu'on peut comprendre aussi. Elle était super motivée. Et du coup, bon bah on a une petite séparation des amitiés, avec un peu ces petites images de la déléguée plus Toji et Kensuke qui vont dire ah bah on s'amusera pour vous, on pensera à vous, machin, et hop, les amis sont loin. C'est un peu triste quand même. On remarque aussi une chose sur Asuka, le fait que son cerveau est énorme. Elle a une intelligence exceptionnelle. Et ça, j'entends pas beaucoup de gens en parler dans l'analyse, mais l'intelligence d'Asuka, d'un point de vue de réflexion, de stratégie, de mathématiques, c'est quand, même de physique, etc. Bon, là, je pense à la scène de la piscine, où elle résout les équations, et on sait que donc elle a eu son bac très jeune. Après, évidemment, cette scène de la piscine, ce qu'on en retiendra, c'est sa petite blague sur faire augmenter la taille de ses seins. C'est une blague un petit peu bizarre qui gêne profondément Shinji, on se demande pas trop pourquoi, mais c'est... Voilà, du coup, la scène tourne presque au sens du fanservice, alors qu'elle est là non simplement pour montrer la gêne de Shinji logique, le rapprochement qui existe entre les deux, la détente que Asuka peut avoir quand elle n'est pas confrontée, et surtout quand elle est en mesure de montrer qu'elle peut apporter aux autres, de par là, en l'occurrence, son intelligence et les problèmes de physique, elle est à l'aise avec Shinji dans ce genre de situation. Et du coup, le courant passe très bien. Et personne ne parle de ça, et tout le monde voit ça comme une scène de fanservice. Alors oui, c'est un peu du fanservice quand même. Et Evangelion est sujet à ça. Il y a du fanservice un petit peu par-ci, par-là. Mais il faut savoir dégager du fanservice un élément qui n'en est pas, en fait. De telle manière que, par exemple, aux abords du contour de la séquence, par exemple, de Rei et Shinji dans la chambre, la fameuse où il tombe, machin, avec ses sous-vêtements, est-ce qu'il était nécessaire forcément de raconter la scène de cette façon-là? Oui et non. Oui, parce que ça rappuie un thème et une relation compliquée et qui montre l'impassibilité de Rei face à toutes circonstances. Donc c'est utile pour le développement des personnages, mais on aurait tenté de répondre non de par les images qui sont présentées, même si c'est pas direct, c'est suggéré évidemment. Et Evangelion joue beaucoup avec ça, avec des séquences qui physiquement, normalement, ou même verbalement dans cette séquence à la piscine, euh, sont de l'ordre du fanservice. Mais en réalité, quand on réfléchit derrière au sens du propos de la séquence, c'est pas du fanservice comme vous le voyez avec du Fairy Tail ou du One Piece, qui souvent ne sert à rien. À part à... Voilà, vous avez compris. Alors je suis pas en train de critiquer Fairy Tail ou One Piece, j'ai pris deux exemples complètement au hasard, hein, parce que ça s'y prête bien. Mais c'est pas du tout une critique négative, c'est juste qu'il faut peut-être pas toujours taper sur un animé parce qu'on voit un bout de chair, etc. Et plutôt un peu réfléchir à ce que veut dire cette séquence. Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, parce que je sais ce que vous allez dire. Il y a des séquences qui ne se justifient absolument pas. Dans Evangelion, il y en a quand même une, on en reparlera dans The End of Evangelion. Pour ceux qui ont vu The End of Evangelion, vous savez certainement que je fais référence à la scène de début, qui, elle, pour le coup, a priori, enfin, pour moi, ne sert à rien et n'apporte rien, en fait. À l'animé, on en reparlera. Là, c'est peut-être une séquence à laquelle je pense. Après la séquence de la piscine, on va donc tout de suite aller vers le 8e ange, Sandalphon. Alors, Sandalphon, c'est un petit peu différent. C'est un ange qui est repéré à l'état de fœtus. Ouais, peut-être pas fœtus parce que c'est propre aux mammifères. On peut dire fœtus, ça ressemble beaucoup à un être humain, un ange a priori. Du coup, on peut dire un fœtus peut-être. Une chrysalide si on veut, peut être plus général. Voilà, en tout cas, elle est sous la forme d'un ange bébé, on va dire, c'est comme ça. Et donc la Nerve et, par extension, la Zelle veut récupérer cet ange vivant afin de pouvoir l'étudier et prévoir l'attaque des prochains anges. Enfin, c'est ce qu'on espère. Mais la Zelle avertit sur le fait que ça pourrait mal tourner et que ça pourrait éventuellement créer un troisième impact. On n'a pas vraiment l'explication de comment, pourquoi ça devrait se passer comme ça,
Mais ce qu'on peut retenir, ce qui est une conclusion qui est fausse, mais ce qu'on pourrait conclure à ce moment-là, c'est que la ZLE est plutôt dans la bienveillance de protéger l'humanité du troisième impact. Alors, dans cette séquence-là, on dit attention, le troisième impact, c'est pas ce qu'on cherche, etc. Il mytho bien, hein, les gars. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, ensuite, bon, bah, on envoie une Évangélion. En l'occurrence, ce sera l'Évangélion unité 02 avec Asuka. Asuka qui accepte la mission en disant ouais, je vais faire la mission. Mais finalement, quand elle est en mode ridicule avec sa grosse combinaison qui se gonfle et son Eva, elle refuse d'y aller dans un premier temps. Jusqu'à ce qu'elle accepte de le faire au moment où va menacer que Rey pilote l'Évangélion 02. Et là, Asuka tout de suite dit non. Je ne prête pas mon Évangélion. Et ça, je pense, c'est un élément à souligner. Ça a l'air d'être une séquence anodine, mais le fait de ne pas prêter son Évangélion, ça peut vouloir dire deux choses. Si on fait l'analyse simple, je dirais que ça veut simplement dire qu'elle est un petit peu matérialiste. Et que c'est son jouet à elle, et qu'en gros, elle veut pas s'en séparer parce que c'est à elle, une sorte de propriété privée. Ça, je pense, c'est l'analyse simple, qui, je pense, se tient très bien. Si on veut aller plus loin, l'analyse un peu plus poussée, on peut pas vraiment l'exprimer maintenant parce qu'on n'a pas les éléments pour la développer, mais parce qu'on ne sait pas exactement encore comment fonctionnent les évangélions au sens propre du terme, comment elles marchent exactement. Il y a beaucoup de choses qui restent floues, mais en vue de ce qu'on va apprendre sur Asuka et notamment sur son passé plus tard dans l'animé, on se rendra compte que ça peut vouloir dire autre chose plus d'un rapport maternel. Je peux donner un petit peu ce qui va venir à la suite, mais du coup, ça, c'est l'analyse poussée. Mais cette analyse poussée, en fait, je pense que c'est pas possible de la déterminer. Bah, c'est impossible, en fait, de la déterminer si vous n'avez pas vu la fin d'Evangélion. Et moi, effectivement, quand j'ai vu cette séquence, j'ai juste dit « Ah ouais, elle veut garder son Evangélion, machin ». Et c'est pour ça que je fais mes analyses d'animé quand je les revois pour une deuxième ou troisième fois. Jamais je fais une analyse à chaud d'un animé. Genre, Evangélion, je découvre ça, et bam, je vais le présenter. Non, non, non. Je fais une présentation d'un anime que je connais bien. Enfin, que j'ai déjà vu. De telle manière que cette séquence ne peut pas être analysée de cette manière si vous le voyez, cet animé pour la première fois. Mais pour la seconde fois, c'est possible, parce qu'on connaît ce qui va se passer par la suite. Ça aide. Fait intéressant aussi, avant cette intervention, que Gendo Ikari ordonne de tout péter aux organisations des Nations Unies. Autrement dit, si ça tourne mal, on fait tout exploser l'ange et les Eva et les gens qu'il y a. Autrement dit, on se fait un sacrifice. Gendo n'hésite pas à ça. On va voir beaucoup de facettes de Gendo aussi dans cette vidéo sur les 3 épisodes qui suivront, parce que l'épisode 12 est assez différent sur la personnalité de Gendo et ce qui est présenté. On a aussi ce même comportement presque inhumain de la part de Misato qui demande à faire plonger Asuka de plus en plus profond dans la lave, quitte à ne pas la faire remonter, prendre un risque pour la pilote, mais Misato dit littéralement qu'on s'en fout parce que ce qui compte c'est éliminer l'ange. Ce qui montre encore plus la haine de Misato envers les anges. Là encore, dans cette séquence de vidéo, dans cette séquence de cet animé qu'on analyse, on va aussi esquisser un début de réponse aussi sur le pourquoi du comment. Ça tourne mal et finalement, l'ange se développe très vite. Après avoir été capturé en cage par Asuka, qui essaie de le remonter, l'ange se développe très vite, se libère de la cage et attaque violemment Asuka. Asuka perd son couteau et c'est finalement Shinji qui lui balance son Progressive Knight pour que Asuka élimine, avec l'aide non seulement du couteau, mais aussi des cours de physique de tout à l'heure, d'élastisation thermique, pour faire péter l'ange et du coup le tuer. Mais les câbles faisant remonter Asuka sont sectionnés et Asuka commence à tomber au fond de la lave. Mais Shinji, du bout de son bras, arrive à choper l'unité 02 et empêche Asuka de mourir. Et Shinji vient de sauver Asuka, et Asuka a une reconnaissance profonde envers Shinji, et il y a vraiment quelque chose de sincère. Là encore, personnalité d'Asuka, plusieurs facettes au début. En même temps, c'est un peu normal aussi, je dirais, d'être reconnaissant de vers quelqu'un qui vient de te sauver de ta mort. Ça me paraît la moindre des choses. Voilà, belle séquence, et un Shinji qui servait pas trop à grand chose dans cet épisode vient nous faire un petit moment de gloire quand même à sauver Asuka. C'est vrai qu'il n'a pas fait grand chose dans cet épisode, Shinji. Mais avant de terminer l'épisode, va y avoir une dernière chose.
le passage au terme. Apparemment un passage complètement inutile, mais en fait non. Shinji se retrouve seul dans les bains côté masculin et côté fille, bah, on va avoir évidemment Asuka et notre amie Misato. Misato et Asuka vont discuter un petit peu pour parler un peu de leur passé, etc. Et Asuka remarque et regarde un petit peu la cicatrice que Misato a au niveau de son ventre. Et on lui demande, etc. Et Misato lui répond que c'est à cause, voilà, Second Impact, la période du Second Impact, tout ça. Et elle fait référence aussi à Asuka en général pour lui dire on a toutes les deux souffert. Sous-entendu, notre passé était compliqué. À Misato, on a déjà une réponse de qu'elle était proche du Second Impact apparemment. Asuka, on ne sait pas. Épisode 11, Dans les ténèbres immobiles. Diffusé pour la première fois le 13 décembre 1995. Première scène dans le train. Fuyutsuki est assis dans le train et il doit assister à une conférence pour remplacer Gendo. Ce qui l'énerve un petit peu parce qu'il dit Gendo me laisse un peu les tâches. Et s'il n'y avait pas Magi, l'ordinateur, un super ordinateur qui s'occupe, enfin qui est décomposé apparemment en 3 parties et qui dirige tout ce qui se passe à Tokyo 3 par vote démocratique selon des calculs d'ordinateur. Une démocratie fiable a priori, mais des machines qui remplacent les hommes. Un peu de questionnement autour dans cette discussion dans le train. Mais du coup, ce qui est intéressant et ce qu'il faut noter, c'est que Fuyutsuki a une proximité avec Magi et ne veut pas se séparer de Magi. Pourquoi? Là encore une nouvelle question sur qu'est-ce que cet ordinateur a de spécial. C'est assez cringe d'ailleurs, les réponses, mais bon, on y reviendra en temps voulu. C'est pas dans cette séquence-là, c'est plus tard dans l'animé, encore une fois. Voilà, mais un premier passage intéressant, j'ai envie de dire. Et puis ensuite, coupure. Il y a une coupure de courant, on est littéralement hacké. On fait le sous-entendu qu'on est hacké. Mais par qui? Par un ange? Parce qu'il y a le 9e ange qui va arriver, Matarael, pile à ce moment-là. En réalité, Gendo fait l'hypothèse que ce n'est pas un ange qui les a hackés, donc c'est un humain. Mais qui? La Zella? Prémédité peut-être et prévu par Gendo? Possible. Ou alors, peut-être un gouvernement, un ennemi, peut-être carrément les organisateurs des Nations Unies qui veulent nuire à la Nerve, j'en sais rien. Ce serait pas très logique, mais on sait pas en fait. Qui a fait ça? Il y a la tension Misato-Ryuji qui traîne toujours, et ils se retrouvent les deux bloqués dans l'ascenseur pendant tout l'épisode. Assez gênant, particulier. Matarael arrive, cette espèce d'énorme araignée avec un corps pas si grand que ça, mais des pattes gigantesques. 9e ange va se retrouver vers Tokyo 3. Asuka, Shinji et Rei sont tous les 3 en train d'aller vers la Nerve et ne peuvent pas rentrer dans le QG. Ils essaient de trouver des portes manuelles et ils arrivent à se déplacer un peu partout pour essayer de retrouver un chemin en direction le centre de commandement de la Nerve. Ce qui n'est pas chose aisée. Mais avant tout ce passage, il y a quand même un élément sur lequel je voudrais revenir qui s'est passé avant, c'est l'appel de Shinji. Shinji tente d'appeler son père pour un truc d'orientation et lui dit « Papa, est-ce que tu pourrais venir ?» Il est très gêné, il n'arrive pas à le dire, mais Gendo dit « Non, ça c'est pour Misato, moi, en fait, littéralement, je te reconnais plus. Tu n'es pas mon fils, en fait, je m'occupe pas de toi. » Un peu dur. Mais en vrai, en vue du comportement et du débit de parole de Shinji, je pense qu'il s'attendait à cette réponse. Parce qu'il a peur de son père, putain. Et ça, c'est assez désespérant. Ensuite, Asuka se proclame elle-même chef pour justement se rediriger vers le QG de la Nerve. Et en fait, Rei, I don't give a shit, littéralement. Genre, je fais ce que je veux, je dis que c'est par là. Et Rei a raison, ce qui énerve Asuka, évidemment. Et pendant tout ce trajet, Shinji se demande et se pose des questions, c'est quoi les anges, etc. Il est dans la logique de se dire, mais pourquoi en fait ils veulent nous tuer alors que ce sont censés être des envoyés de Dieu, les anges à la base? Il se pose des questions. Asuka, elle réfléchit pas. Enfin, si, elle sait réfléchir, elle est très intelligente, on l'a dit tout à l'heure. Mais elle réfléchit pas sur cette question-là. Elle se dit, ce sont des agresseurs, nous on est là pour se défendre, on se défend et on les massacre. C'est un raisonnement qui se tient aussi. Et elle trouve littéralement que Shinji se pose trop de questions. Et c'est vrai qu'en vue une grosse araignée qui te balance de l'acide dans la gueule, c'est clair que t'as peut-être pas trop envie de discuter avec elle. On peut comprendre. Mais voilà. On sent cette communication qui pour l'instant, pas si présente que ça entre les anges et les Eva ou leurs pilotes. Ça se fera plus tard sur les anges suivants,
plus tard dans l'animé, notamment avec le 15e ou le 16e ange, où il y a encore Léliel aussi, 12 ou 13e ange, je sais plus, 12e je crois Léliel. Il y a aussi Badriel évidemment qui prend possession de l'Évangélion. On reviendra là-dessus aussi plus tard, mais voilà, il va y avoir des prises de contact des anges, mais pas pour le moment. Matarael ne va pas le faire. 9e ange ne le fait pas. Et donc, en attendant les pilotes, ce qu'on fait au QG de la Nerve, c'est qu'on met manuellement les entry plugs prêtes à rentrer dans les évangélions. Gendo est là pour aider les gens qui sont en dessous de lui dans la hiérarchie, et ce qui fait, quand Shinji arrive, remonter le père de Shinji. Enfin, Shinji met son père plus haut dans son estime, je pense. Il y a un côté de «Ah ouais, je le voyais pas comme ça». Ouais, c'est plutôt une scène positive, qui nous montre un côté Gendo un peu plus... mieux, je dirais. Les 3 Evas sont donc envoyés, l'acide est envoyé par Matarael, et les 3 Evas se mettent ensemble pour tuer l'ange. Asuka sert de bouclier humain, Rei balance un fusil à Shinji, que Shinji s'empresse d'utiliser pour tuer Matarael. Asuka a donc par conséquent protégé Shinji et a, à son sens, et je pense c'est justifié, lavé sa dette envers Shinji. Et ce qui est intéressant, c'est que Asuka était plutôt une peste dans le début de cet épisode 11, mais là, elle a complètement changé sur le fait de sa prise de décision et de un soutien, donc un en bas, un qui tire, un qui protège. Logique, stratégie, réflexion, bam, on arrange et on y va et on tue. Et Shinji, comme ça, je t'aide comme ça. Et voilà, partenariat, ça fonctionne bien et non, j'ai tué très rapidement. Donc là, c'est l'Asuka que j'aime bien. Ça, c'est le personnage que je recherche. Parce que l'Asuka un peu insupportable, qui est toujours en confrontation avec tout le monde, c'est un peu lourd à la longue. Même si, des fois, c'est justifié, hein, son comportement aussi. Mais là, Asuka, elle change complètement par rapport un peu à la peste qu'elle était dans le début de cet épisode 11. Et là, bam, j'adore ce passage, honnêtement. L'élimination de Matarael, même si littéralement, l'élimination de Matarael dure à peu près 10 secondes. C'est pas grave. Matarael n'est pas l'ange le plus powerful du panel qui va arriver, hein, ça c'est clair. Hein. Peut-être même l'un des plus éclatés. Ouais, bon, il est un peu nul. Balance de l'acide, il se fait tuer par un chargeur de fusil. Allez hop, finito. Ah, ça change de Ramiel, hein. Pas la même sauce, hein, Ramiel. Hein. Après, bon, Misato et Ryoji sont libérés de leur ascenseur, et ça fait une scène un peu bizarre où les deux sont un peu l'un sur l'autre. Un petit quiproquo, une petite scène rigolote, ça fait pas de mal. Ensuite, on a la séquence avec les 3 pilotes où Shinji se pose encore des questions sur les anges et la peur de l'homme des ténèbres pour Rei. Et Asuka se disent mais arrêtez de vous poser toutes ces questions. On a vraiment la confrontation entre Shinji qui se pose des questions sur le sens de ce qu'il fait, Rei sur plutôt le sens de l'humain, et on verra pourquoi exactement plus tard, et Asuka qui s'en fout, elle est là pour faire son travail et éliminer les anges. Et point à la ligne. Elle est pas là pour s'emmerder avec ces questions. Et c'est pas parce qu'elle est pas assez maligne pour se les poser, mais c'est qu'elle a pas envie de se les poser. Et c'est un point qui est important à souligner. Épisode 12. De la valeur d'un miracle. Diffusé pour la première fois le 20 décembre 1995, évidemment toujours au Japon, cet épisode commence par un flashback. Flashback de l'an 2000. On voit Misato qui est envoyée dans une espèce de navette de secours durant le second impact par quelqu'un qu'elle appelle papa. Donc c'est son père, a priori. Et ce qui montre, Misato était en Antarctique au moment du second impact. Et on voit une espèce d'être se déployer. C'est probablement un ange. Adam. Oui, c'est Adam. Voilà. Adam qui donc déclenche en quelque sorte le second impact, mais on n'a pas encore les clauses exactes de comment ça s'est passé, pourquoi il est là, machin, quelles sont les raisons. Pour l'instant, on ne sait pas, mais on commence à avoir de plus en plus d'informations sur ce second impact. Mais on voit bien que c'est un ange qui a fait ça. Et ça justifie du coup pourquoi Misato porte cette fameuse petite croix autour du cou tout le temps. C'est un souvenir donc de son père. En parlant du capitaine Katsuragi, on n'est pas sur le capitaine Katsuragi parce qu'elle est promue en tant que colonel Katsuragi. Ah, ça c'est beau ça. C'est Toji et Kensuke qui le remarquent et du coup, ils reprochent à Shinji et Asuka de ne pas être assez empathiques envers Misato pour simplement ne pas l'avoir remarqué. Et alors peut-être que Shinji ne s'y connaît rien en grade militaire, possible.
Si on m'avait pas dit ce petit détail de changement de grade, je l'aurais probablement pas remarqué. Mais voilà, petit reproche qui peut se justifier. Mais Misato a pas l'air d'en avoir grand-chose à foutre que Asuka et Shinji le remarquent ou pas, en fait. C'est pas vraiment problématique pour elle. Ensuite, on a un test. Un test de synchronisation avec les Eva, simplement. Et Asuka, encore, fait sa jalouse. Sa jalouse des performances assez bonnes de Shinji. Et qu'il soit félicité, voilà, t'es content, gna gna gna, un peu. Je suis pas assez forte, en fait. Je peux pas... Elle arrive pas à accepter qu'elle est pas au-dessus des autres. Et ça c'est un peu... la problématique du personnage d'Asuka, c'est son incapacité d'admettre que les autres peuvent être meilleurs qu'elle, quelquefois. Même si elle reste très forte, hein, bien sûr, mais ce n'est pas la question. Elle peut pas être tout le temps meilleure que les autres, hein, désolé. C'est un apprentissage. Mais Shinji n'a pas l'air de prendre non plus très bien ses compliments, et on a un peu ce point commun entre Misato et Shinji sur l'appréciation de ses compliments. Ça fait un peu plaisir, forcément, mais ils savent pas quoi en faire. Ils sont gênés, en fait. Et on a un peu un rapprochement, du coup, qui est fait entre Shinji et Misato sur ce point-là. Point encore intéressant, Gendo et Fuyutsuki vont en Antarctique, lieu du second impact, avec un énorme truc qui portait sur un porte-avions. C'est quoi? À vrai dire, on ne sait pas, mais en vrai, encore une fois, pour ceux qui ont vu Evangelion, vous savez probablement quel est cet objet, mais elle n'est pas utilisée. On la voit juste en fait apparaître, mais c'est un objet qui serait important. Mais on la voit apparaître, mais elle est sous une bâche, donc on la voit même pas en vrai, on la devine. Et on a la confrontation d'idées, une confrontation d'idées qui va se retrouver plus tard dans l'animé. Fuyutsuki qui voit plutôt un monde avec de la vie, mais il y a des péchés. Et Gado qui dit un monde lavé de péchés, mais du coup tous les humains n'existent plus. Alors c'est quoi le concept? On tue les humains, et du coup ça devient mieux, et du coup il n'y a plus de péché, c'est trop bien. Ou alors, bah il y a le péché, et tant pis on vit avec ce qu'on a. Ce sera une question qui va revenir, mais sauf que le côté de on tue tous les humains, c'est pas tout à fait exact. On tue pas les humains. C'est pas la question. J'avoue que cette séquence peut porter à confusion. On peut croire que Gendo est dans l'optique d'éliminer l'espèce humaine. Ce qui n'est pas vraiment le cas, on se rendra compte. C'est un peu plus complexe que ça. Mais là encore, plus tard. C'est ça qui est chiant avec cet animé, des fois, c'est que il y a beaucoup de choses où on est obligé de dire plus tard. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'analyse complète en fait de l'animé, parce que voilà, ça tient le suspense. Et du coup, bah, c'est super pour une série, ça tient le suspense. Vu que ça sort toutes les semaines, voilà, faut garder la hype, hein, forcément, c'est obligé. Donc c'est logique qu'ils fassent ça, en fait, c'est normal. Et puis dans le même temps, arrivé du 10e ange, Saakiel. Alors Saakiel, c'est le premier ange à arriver du ciel. Et il est en mode kamikaze. Son but, d'éliminer Tokyo 3 en se pétant dessus. Il corrige le tir, hein, il envoie des bouts de lui, des petits bouts de lui pour s'écraser un peu dans l'océan Indien, puis vers le Japon. Et puis là, il sait, il va se mettre vers la cible. On appelle tout de suite les Évangélions. Les 3 Évangélions sont déployés aux abords de Tokyo 3 pour tenter d'intercepter à la main le 10e ange. Ce que Asuka, Rei et Shinji considèrent comme un petit peu dangereux. Et Ritsuko aussi. Ritsuko fait carrément même le reproche à Misato de mettre sa priorité d'éliminer les anges, donc sa volonté personnelle, de tuer en fait les anges contre la sécurité en fait, la sécurité des autres. Alors vous me direz, oui mais le but de la nerf c'est d'éliminer les anges, oui mais pas en prenant autant de risques. Et c'est vrai qu'il y avait normalement une grande chance que Misato et son plan échouent complètement et que tout le monde décède. Shinji pose encore des questions sur notamment pourquoi vous pilotez Niva. Il avait déjà posé cette question à Rei et là il la pose à Asuka. Et Asuka dit pour exister. En fait, pour avoir de l'importance dans ce monde. Et Shinji dit en ce temps-là, je ne sais pas. Ouais, Shinji, il sait jamais rien, de toute façon. Non, je rigole, je suis méchant. Mais voilà, encore, il ne sait pas. Mais Asuka, c'est vraiment pour exister, pour montrer au monde que je suis là et que je suis utile. Ça, c'est aussi un point important sur la personnalité d'Asuka. L'utilité, se rendre utile au peuple. C'est en fait ça, hein, c'est littéralement ça. Hein. La personnalité d'Asuka, dans la raison qu'elle donne pour piloter l'EVA 02. En tout cas, à ce moment-là. Autre point intéressant, le père de Misato, parce que Misato va encore une fois parler de ce passage qu'on a vu, ce flashback, tout à l'heure. Eh bien, il va dire que son père était très distant. Il n'était pas là. Il n'était pas là pour elle et pour la femme, donc pour la mère de Misato. Et du coup, il n'était jamais là.
pour sa famille. Misato l'a haï pour ça, elle le dit elle-même. Mais, au final, son père lui a sauvé la vie. Et ça, elle en reconnaissant. Mais elle l'a détesté. Et du coup, maintenant, elle déteste qui? Ceux qui sont en théorie responsables de la mort de son père. Bah, les anges. Donc là, on a peut-être un petit point commun à mettre entre Shinji par rapport à son père et Misato par rapport à son père. Le père vraiment pas présent qui est à la limite de renier son fils, sauf, son fils ou sa fille, sauf dans les moments de crise. Et ce moment de crise, c'était le second impact pour le père de Misato. Pour Gendo, c'est un peu tout le temps avec les anges. D'ailleurs, après l'élimination du 10e ange, on va avoir cette séquence-là. Parce qu'effectivement, l'ange va être éliminé. Très belle séquence d'ailleurs où Shinji intercepte l'ange, Rei ouvre Lettyfield et Asuka met le coup de couteau final. Très belle séquence d'équipe, super. Le 10e ange est éliminé. Magnifique. Mais après cette séquence, justement, il y a un appel de Gendo qui est toujours en Antarctique et qui va dire « Bien joué mon fils, j'ai vu la séquence ». Bon, il lui dit pas bien joué, mais il lui dit « Tu as fait du bon travail ». Enfin, voilà, il le félicite. Assez sobrement, mais il le félicite tout de même. Et du coup, bah super. Et ça change de Gendo. Et du coup, Gendo, là, on voit un côté de félicitations et de reconnaissance de son fils dans ces moments de crise où, effectivement, la bataille contre le 10e ange était quasiment perdue d'avance. Et pourtant, grâce à Shinji et bien sûr Rei et Asuka aussi, l'ange a été éliminé et c'est un succès. Et Misato est félicité aussi en disant, même si vous avez pris des risques, ok, ça a fonctionné. Donc, Gendo, en fait, il s'en fout. Vous prenez des risques, vous cassez un peu du matériel, c'est pas très grave, vous avez éliminé l'ange, mission accomplie. Parfait. 10e ange tué. Et puis finalement, bah, Misato tient sa promesse d'emmener les enfants au restaurant, et, bon, dans un petit resto de rue un peu sympathique. Et Asuka et Shinji vont prendre, et Rei aussi vont prendre un truc pas trop cher pour pas emmerder trop le porte-monnaie de Misato. Et c'est à ce moment-là, après la séquence de félicitations, que Shinji va dire qu'il pilote en fait son Eva pour faire plaisir à son père. Pas pour lui faire plaisir, mais plutôt pour avoir une reconnaissance de son père. C'est mieux dit comme ça. Pour avoir une reconnaissance de son père et donc avoir une utilité auprès de son père. Asuka lui dit que c'est de la merde, assez gentiment. Enfin voilà. Et c'est comme ça qu'en fait, l'épisode va se terminer, l'épisode 12 va se terminer sur cette séquence où Asuka va dire que le but de piloter, la raison pour laquelle Shinji pilote son Eva, c'est un peu de la merde. Et voilà, maintenant qu'on a parlé des épisodes 10, 11 et 12, l'évolution de la fiche analytique, je vous la mets sur l'écran, eh bien vous voyez qu'on a des éléments qui ont été rajoutés. Alors bien sûr, hein, c'est logique, on avance, il y a plus d'éléments. Mais là, ça reste brouillon. Et ça l'est encore plus. Oui, ça devient un peu n'importe quoi, hein, littéralement, parce que là, ces épisodes 10, 11 et 12 ont complété quelques questions qu'on pouvait avoir, précisé certaines choses, mais en fait, ça n'a pas donné des réponses à ces questions. Ça a précisé les questions, si vous voyez ce que je veux dire. On n'est pas dans l'idée de la réponse claire. En fait, on répond en partie et du coup, ça pose d'autres questions. Donc, on a vu 3 épisodes. Il s'est passé énormément de choses, que ce soit avec le second impact, plus d'informations, la personnalité d'Asuka, la révélation un peu plus personnelle de Gendo, et aussi 3 anges qui se sont battus, enfin, que les Eva. Et cette séquence aussi qui est très importante, que ce soit l'élimination du 9e ou du 10e ange, cette coopération entre les 3 pilotes qui commence vraiment à bien fonctionner. Et d'ailleurs, les combats contre les anges deviennent de plus en plus courts, ce qui est intéressant. Le 9e, Matrael est littéralement tué en 10 secondes. Sakachiel s'écrase par terre, mais dès le moment où il est intercepté, hop, coup de couteau, fini. Voilà. C'est très court comme combat, et on voit que l'animé tend plus vers quelque chose qui n'est plus de l'ordre du combat contre les anges. Même si, évidemment, des anges, il en reste. Mais des anges, il en reste que 8. Et il reste 14 épisodes. 12 si on compte les vrais, ouais, les 12 vrais, et les 2 en plus après, mais il y a Dian of Evangelion aussi, donc il reste pas tant d'anges que ça. Et c'est ça qui est assez particulier. Mais c'est vrai que les anges suivants vont plus nous occuper sur leur aspect plus psychologique. Et leur approche, en fait, vis-à-vis de l'humain. Donc bref, je vais terminer cette vidéo et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un film d'animation. Ce film d'animation sera encore une fois d'un nouveau réalisateur. On va parler d'un film du tout début du 21e siècle.
et d'un réalisateur qui n'est pas super connu pour ses films d'animation. Il en a fait quelques-uns, ouais, 2-3 notables quand même. C'est pas le plus grand réalisateur de films d'animation, mais c'est un réalisateur qui est très connu, notamment dans la participation de la création complète d'une série assez connue des années 2000. J'en dis pas plus, on se retrouve du coup la semaine prochaine. Et sur ce, je vous dis à plus tout le monde.